Le corps en partance, la partance, façon édulcorée, peut-être plus douce, plus poétique, de parler de la fin de vie, de ce passage inéluctable vers un ailleurs, qui est témoin de chacune des sociétés. Dis-moi comment on appréhende la mort chez toi, et je te dirai dans quelle société tu vis. Toutes les sociétés ont eu à répondre à cette question de la partance, de la finitude, finalement à cette question de sens. Elles l'ont fait de toutes les manières possibles, en s'aidant tout à la fois des mythes, des rites de tous ordres, des religions, de la philosophie. Et ce que l'on peut dire et remarquer d'emblée, c'est que les sociétés ont d'autant mieux accepté cette notion de partance, d'autant mieux répondu à cette notion de sens, qu'elles étaient structurées autour de valeurs religieuses parfois, sociétales souvent, qui étaient fortement ancrées et qui faisaient prévaloir la notion du groupe. Le groupe dominant l'individuel, le nous prévalant sur le je. Et ça permet de comprendre que beaucoup de religieux affrontent la mort avec beaucoup moins de tristesse. Permet de comprendre, chose complètement ahurissante aujourd'hui, qu'en période de guerre, où les notions de patrie, de nation prévalaient, des femmes ont pu survivre à la disparition conjointe de fils, de maris, voire de frères. Ils étaient partis pour la communauté, pour quelque chose qui dépassait l'individualité, pour le groupe. Mais au-delà de ces notions de valeurs religieuses et sociétales, chaque individu peut, par un travail personnel, se préparer à cette partance et rentrer dans ce que l'on pourrait appeler la notion de sage. C'est bien Pascal qui, dans ses pensées, dit qu'il faut se tenir toujours botté, prêt à partir. De même, Jean de La Fontaine, à la même époque, écrivait « La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit forger à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'il ne comprenne dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout, sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on parte au pied levé, dit-il ? Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à bon logis, j'ajoute encore une aile. Oh, que vous êtes pressante et déesse cruelle. Lui dit la mort. Je n'étais point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas 100 ans ? Trouve-moi dans Paris deux mortels aussi vieux. Trouve-moi 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout prêt, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand le mouvement, l'esprit, le sentiment, quand tout faillit en toi ? Plus de goût, plus d'ouïe. Toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ? Allons, vieillard, et son réplique. Il importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir. Vois les marcher, vois les courir. À des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret.
le plus semblable aux morts, meurt le plus à regret. C'était Le mort et le mourant de Jean de La Fontaine. Pardonnez-moi cette digression littéraire, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Plusieurs interprétations à cette conclusion. J'aime particulièrement celle de l'écrivaine Chantal Thomas, qui disait que plus on vit comme un mort-vivant, moins on vit ce que la vie nous donne à vivre, moins on vit nos désirs, nos passions, nos pulsions, plus on aura peur de la mort, plus on aura peur de ce dont on n'a pas joui. J'aime beaucoup cette interprétation. Dis-moi comment on appréhende la mort autour de toi et je te dirai qui tu es et dans quelle société tu vis. Si je m'en réfère à mon enfance dans les années 50, la partance se vivait chez soi, entouré des siens, dans son lit, comme un événement à la fois familial, social et religieux. Et, à un moment donné, le médecin s'effaçait du quotidien, laissant place au prêtre. La famille éloignée s'approchait, les amis venaient, et les jeunes que nous étions continuaient leur activité. Y mettant peut-être un caractère de sérieux, se rendant compte que l'atmosphère avait changé, mais pas plus. Puis tout a changé autour des années 70. Peut-être sous la double impulsion de l'affaiblissement de la structure familiale et de l'accroissement de la croyance en une toute-puissance médicale, dans la biomédecine, dans la technologie, bref, changement de décor, on ne meurt plus chez soi, mais on meurt à l'hôpital. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Nous allons en débattre durant ces journées, mais ce qui est sûr, c'est que l'individu contemporain refuse en règle générale de penser à la mort et à son prologue, la partance. Et comme l'écrit Robert Badinter, très belle préface qu'il a fait au joli livre de Jean Leonetti, C'est ainsi que les hommes meurent, il écrit « Tout est fait aujourd'hui pour évacuer cette pensée de la mort, l'escamoter, à défaut de pouvoir la nier. » Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Par un processus très simple, très d'actualité, que Régis Debray a très joliment baptisé « le tout à l'ego ». L'individualité à tout craint. Et voilà comment le manque de transcendance dans notre société dépourvue de destin collectif émergent fait de la mort une chose insensée, au sens premier du terme, qui n'a pas de sens à l'échelle de l'individu pétri d'immanence. Et qui dit insensé, dit impensé, ou du moins à laquelle on évite de penser. La mort est taboue, elle est obscène au premier sens étymologique du mot. C'est ainsi que la mort franchit une étape de plus dans la négation. Déjà désacralisée pour beaucoup, elle est devenue désocialisée. Et c'est ce qui vous explique que cette peur de regarder la partance en face a fait se réduire comme une peau de chagrin tous les rites funéraires, réduire à l'extrême le temps de deuil, et pousser à mettre de côté les gens qui nous font deviner l'approche de la mort, qu'ils soient atteints d'une grave maladie ou par l'avancée de l'âge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cela vous explique que 80% des gens aujourd'hui meurent à l'hôpital, parce qu'on les y a cantonnés pour mourir, on les y a cachés. Mais tôt ou tard, les choses de la vie nous rattrapent, inéluctablement, et nous poussent dans notre fort intérieur à réfléchir à la partance. C'est vrai que quand on est jeune, on a un sentiment d'immortalité. Rien ne peut nous atteindre. Mais quand l'âge avance, ça change. Alors ce télescope dans notre idée, dans notre pensée, nos peurs de la souffrance dans la partance, nos craintes d'abandon médical ou au contraire d'acharnement thérapeutique, notre hantise de perte de dignité, de perte d'autonomie, nos convictions de défense de la vie, qui est quelque chose à laquelle on ne peut toucher, ou au contraire d'un droit que l'on aurait à gérer comme l'on veut sa partance.
Alors qu'en est-il des soins palliatifs qui sont nés de cette prise de conscience de la nécessité d'un accompagnement dans la partance pour donner une réponse humaine à la déshumanisation de cette mort technoscientifique? Qu'est-ce qu'il en est des avancées sur la réflexion, euthanasie, suicide assisté pour gérer l'autonomie du départ? Qu'en est-il des lois, des demandes, des réflexions de bioéthique? Eh bien, nous allons les aborder durant ces 2 jours. Et pour ce faire, nous aurons besoin de nous nourrir de rappels historiques, savoir comment l'approche médicale a géré la partance durant les derniers siècles, et c'est Anne Carole qui sera là pour nous en parler. Comment ça se passe à travers les différentes cultures et religions? Quelqu'un devait venir parler des religions, a déclaré malheureusement forfait, mais à travers les cultures et un peu à travers les religions, Maurice Godelier nous en parlera. On va envisager le vécu intime à travers les notions de liberté, de dignité, et Jacques Ricot va nous donner les bases de sa réflexion. Approcher l'impact pour les soignants, mais aussi l'impact économique sur la société, car c'est quelque chose qui rentre dans la discussion. Vous voyez, les problèmes de partance ont besoin de se nourrir de ce feu de regard croisé qui est la raison d'être des assises du corps transformé. Alors notez bien que l'on ne parlera pas de la mort et de tout ce qui suit la mort avec ses rituels, tout comme j'ai pris le parti de ne pas reparler de ces gens qui se sont donnés pour mission de tuer la mort par les progrès de la biotechnologie, par et certaines utopies. Nous en avons parlé de tout ça il y a quelques années, lorsque nous avons traité le transhumanisme et le cyborg. Nous n'y reviendrons pas. Alors, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un sujet des plus hilarants. C'est sûr que ça ne fait pas forcément s'écrouler de rire. Et je suis d'accord avec Julien Gracq lorsqu'il écrit, phrase qui a été reprise par Woody Allen, « Lorsque l'amour sera là, j'aimerais tout autant être absent. » Moi aussi. Mais ça ne sera pas plus compliqué ni plus hard ces journées que ce que l'on vit au quotidien avec ces rappels comme des flashs de publicité, Internet, radio, dont vous avez tous certainement fait l'expérience, que lorsqu'on passe la barre des 60 ans, on reçoit des messages de Generali nous disant qu'on peut très bien préparer financièrement nos obsèques. Groupama on fait tout autant, quand ce ne sont pas d'autres groupes, des associations qui nous invitent à faire un leg avant de partir. N'oubliez pas, faites les choses quand il faut. Ça ne met pas forcément du baume au cœur, ça peut vous plomber le moral pour la journée, mais là, durant ces 2 jours, ça ne sera pas pire, au contraire. Parce que, j'en fais le pari, on va sourire, et on va même rire. En préparant ces assises, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Une distribution gratuite de Prozac et d'antidépresseurs, ou est-ce que je mets des cordes à la sortie pour que tout le monde se pende? Ou on envisage des pas de côté. Et j'ai envisagé quelques pas de côté sur la thématique. Et j'ai fait appel, parce que ça j'étais incapable de faire ces pas de côté, à plusieurs personnes, dont à une personne dont j'admire le travail, qui s'appelle Emma Lacloun, et qui va nous nourrir, durant cette 2e journée, d'impromptu sur ce qu'elle aura entendu, d'extraits d'un spectacle superbe qu'elle fait. Si vous voyez ce spectacle tourner, allez-y, Emma meurt, même pas peur. Et je lui laisse carte blanche, je lui dis, si tu as envie de surgir à n'importe quel moment, tu sors de la boîte, et on y va. Je veux en finir avec le théâtre. Ceux qui me connaissent un peu savent que c'est ma maladie dont je ne veux absolument pas guérir. Et je voudrais vous parler d'une grande dame du théâtre, pour laquelle j'ai une grande admiration, Madame Marianne Mnouchkine, qui, dans un entretien récent avec Fabienne Pascaud, disait « Je ne voudrais pas mourir de vieillesse. Je voudrais mourir de fatigue, d'épuisement. Mourir d'avoir beaucoup fait, et si possible, bien fait. » Et de reprendre ce texte de Jack London qui dit « Je voudrais être cendre plutôt que poussière. Je voudrais que mon étincelle de vie s'épuise dans un ardent brasier plutôt qu'elle soit étouffée par de la poussière. Je voudrais être un météore superbe. Mes atomes irradiant en grandiose lueur, plutôt qu'une dormante et permanente planète. La fonction de l'homme est de vivre, pas d'exister.
Je n'épuiserai pas mes jours à tenter de les prolonger, j'userai mon temps. Alors, voilà comment parlait Jack London, et j'ai envie de dire, alors, vivons, il y a urgence à vivre jusqu'à épuisement. Certains pensent que le mieux, pour échapper à l'angoisse de la mort, c'est de ne pas y penser. Tout à l'inverse, je pense que c'est en envisageant la mort qu'on se rend compte de l'extraordinaire de la vie. Comme l'écrit Étienne Klein, la valeur de la vie s'enracine profondément dans la connaissance de sa précarité existentielle. Et c'est Paul Ricoeur, dont Olivier Abel nous parlera, qui disait, alors qu'il était avancé dans son grand âge, « Je ne veux pas qu'on me considère comme un moribond, mais comme un agonisant de agon, qui veut dire combattre, je suis un combattant pour la vie. Donc, soyons des combattants pour la vie. » Et préférons le terme, alors là j'ai oublié, alors ça c'est voilà, quand je parle, j'oublie la suite. Donc vous avez vu Chantal Thomas, Madame Ariane Mnouchkine, révérence. Je ne voudrais pas qu'on parle de fin de vie. Je préfère le terme de partance qui, lui, ouvre vers un ailleurs, alors que fin de vie ferme la route, à moins de l'écrire comme ça. Alors oui, ayons fin de vie. Durant ces 2 jours de colloque, nous pourrions parler de funérailles d'antan, qui sont d'une autre époque, où l'on prenait le temps. Où finir chez soi dans son lit était normal quand aujourd'hui on part mourir à l'hôpital. Mise en bière, puis mise en terre au cimetière, étaient les procédures à la mode hier. On leur préfère aujourd'hui le crématorium. Réduit en cendres, il ne reste plus rien de l'homme. Nous parlerons évidemment d'euthanasie, de suicide assisté, autrefois hérésie, de directives anticipées dictant la fin, de dignité, de liberté, de tout enfin. Nous débattrons aussi des soins palliatifs, moyen d'accompagner un départ moins hâtif. L'acharnement thérapeutique n'est plus de mise. L'hypnovel aujourd'hui lui a raflé la mise. Comment mourrons-nous demain? On n'en sait rien. Débattons-en aujourd'hui, en climat serein, et vivons à fond sans rien remettre à demain. Il y a urgence à accueillir la vie à pleines mains. Pour conclure, dans cet entretien dont je vous parlais tout à l'heure de Chantal Thomas, parlant de Serge Reggiani, elle disait que la chanson permet de dire ce que le quotidien ne peut pas verbaliser quand on frôle l'abîme, et notamment quand la mort se profile. À ce propos, tout finit par des chansons, vous le savez, comme disait Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, alors écoutons Serge Reggiani.